Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre explosif, le genre de livre qu'on présente avec une certaine inquiétude, mais bon, tant pis, quand il faut se lancer, il faut se lancer. Race, évolution et comportement, de Monsieur John Rushton. Attention, c'est parti. Alors vous avez compris de quoi ça parle, c'est dans le titre. Alors je vais d'abord faire une petite introduction, quand même, parce que c'est un sujet, il faut être clair. Donc je sais déjà qu'à la suite de cette note de lecture, il y a des mecs qui vont venir me traiter de raciste. Les mecs, qu'une chose soit claire, j'ai rien contre vous. Juste, ne perdez pas votre temps, n'usez pas vos doigts sur les claviers, je m'en fous que vous me preniez pour un raciste, je m'en tape, juste ça m'est égal, j'ai pas de temps à consacrer au politiquement correct, ça m'intéresse pas. Je sais aussi qu'il y a d'autres mecs qui vont venir me traiter d'antiraciste, parce qu'on va voir que je vais prendre des positions consistant à dire, bah moi j'essaye de regarder les choses comme elles sont, je suis pas inscrit dans une idéologie. Et c'est pareil, les gars, ne perdez pas votre temps, n'usez pas vos doigts sur les claviers, je m'en fous de votre opinion. Vous pouvez me traiter de lèche-babouche ou je ne sais quoi, j'en ai rien à cirer. Moi j'essaye simplement d'aborder les réalités comme elles sont. J'ai pas une seconde à consacrer au politiquement correct et j'ai pas une seconde à consacrer au politiquement incorrect. J'ai qu'une seule vie pour essayer de comprendre le monde et elle s'achève seconde après seconde. C'est mon fight club intellectuel à moi, et c'est ça qui m'intéresse. Et vos histoires d'idéologues et de trolls racistes ou antiracistes, je m'en tamponne complètement. Ok ? Voilà, donc cette petite introduction étant posée, maintenant on peut parler du sujet. Qu'est-ce que dit Rushton ? Qu'est-ce qu'à mon avis on peut en penser ? Bon. Alors, donc Rushton est un scientifique canadien d'origine anglaise qui a vécu en Afrique du Sud. Il a écrit un livre pour essayer d'opérer un certain nombre de recoupements statistiques et de fournir des explications sur ce qu'il estime être la diversité raciale humaine. Alors il faut préciser une chose, il n'est pas, en tout cas de façon explicite, dans une quelconque idéologie raciste. C'est un racialiste au sens de quelqu'un qui reconnaît l'existence des races et qui veut les étudier, voire les hiérarchiser, mais ça n'est pas un raciste qui proclamerait une quelconque supériorité ou qui prétendrait exclure une fraction de la race humaine de l'humanité. C'est-à-dire qu'il a la formule suivante, il dit « Tous les humains sont frères, mais des frères peuvent être différents ». Voilà. C'est pas un idéologue, il a en tout cas pas de façon affichée, il se présente en scientifique et il a une démarche relativement scientifique, on va voir, à mon avis. Relativement. Il a parfois tendance, à mon avis, un petit peu à extrapoler beaucoup et à extrapoler tellement que ça donne l'impression de quelqu'un qui cherche à cautionner une idée préconçue plus que vraiment une démarche scientifique. Mais il y a quand même une approche scientifique réelle. Alors, il veut comparer ce qu'il appelle des races à propos des noirs, en gros des blancs et des jaunes, si je fais simple. En fait, ce qu'il appelle une race, c'est ce que depuis le projet Génome Humain, on appelle un groupe biologique, sachant que comme il a écrit avant le projet Génome Humain, il a donc plus utilisé le phénotype, l'apparence, la couleur de la peau, que vraiment une approche scientifique fondée sur l'étude systématique des distances intergénétiques. Depuis le projet Génome Humain, on considère qu'il y a un certain nombre de groupes biologiques, effectivement. On a pu tester les distances intergénétiques sur un certain nombre d'allèles, et on est arrivé à la conclusion, en gros, qu'il y a des Africains, des subsahariens, il y a un groupe aborigène australien et océanien, il y a un groupe amérindien et asiatique du Nord-Est qu'on peut éventuellement couper en deux ou pas, et puis il y a un groupe caucasien qu'on peut aussi couper en deux éventuellement entre caucasiens européens ou non européens. On pourra lire là-dessus Luigi Cavalli Sforza, Qui sommes-nous ?
Je pense que je ferai une note de lecture dessus. Donc Rushton a écrit avant la publication des conclusions du rapport Génome humain et du projet Génome humain et des différents rapports, des différents travaux qui ont eu lieu depuis et qui ont fait évoluer un petit peu notre vision. Il est encore sur une approche où on confond un peu le phénotype organisé autour de la couleur de peau avec la question de ce qu'il appelle la race, où en fait il veut dire groupe biologique. Moi, je vais employer ici l'expression groupe biologique parce que je n'aime pas l'usage du mot race, non pas pour des raisons de correction politique dont j'ai rien à foutre, mais parce qu'il n'est pas exact. Une race, c'est une lignée. Donc ça veut dire qu'un métis, par exemple, c'est pas un mélange de deux races. Il a une race, il a sa lignée. Et je refuse cette confusion parce qu'elle est source d'une, de mauvais raisonnement. J'aime pas l'usage de ce mot, décidément, donc on va dire groupe biologique. Alors l'étude de Rushton a consisté à comparer donc ces groupes biologiques sur une série de paramètres en ne retenant que 3 groupes biologiques, les blancs, surtout les blancs étudiés aux États-Unis, les noirs, surtout les noirs étudiés aux États-Unis, et les est-asiatiques, surtout les est-asiatiques étudiés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il montre ? Alors, il estime que la capacité crânienne des blancs est à peu près égale à 106% de celle des noirs, et que la capacité crânienne des jaunes est à peu près égale à 101% de celle des blancs. Il estime que le nombre de neurones des blancs est à peu près égal à 103% de celui des noirs, et que celui des jaunes est à peu près égal à 100,7% de celui des blancs. Il faut noter que ces estimations sont faites sur la base de données parcellaires, relatives souvent à des résultats d'autopsie, avec une forte incertitude quand même. En tendance, on peut penser que probablement il a en partie raison, mais il ne faut pas donner non plus à ces chiffres des valeurs trop fixes, trop certaines. Il a raisonné à partir d'un recoupement de données parcellaires qui n'ont pas vraiment été prélevées systématiquement en vue de faire ce genre de recoupement. Donc, bon, c'est un petit peu risqué. Ce qu'il observe, c'est que les scores au test de quotient intellectuel recoupent, en tout cas, assez bien ces constats biométriques. Au score de quotient intellectuel, les Noirs africains ont à peu près 70 en moyenne, mais bon, on sait que c'est pas forcément très significatif parce que faut voir que ce sont des gens qui vivent dans des sociétés peu développées, ce sont des gens qui sont peu habitués à la conceptualisation parce que leur société ne le demande pas. Il est probable que quand on leur demande de réfléchir stylo en main sur des figures géométriques abstraites, ils sont défavorisés artificiellement parce que ils ont beaucoup moins l'habitude que nous de réfléchir sur de l'abstrait. En revanche, on peut regarder ce qui se passe au niveau des Noirs américains, qui eux, a priori, sont insérés dans des sociétés développées. Leur score moyen au test de QI est de 85, ce qui est à peu près la même chose que les scores moyens des métis sud-africains, 85 également. Les Blancs américains sont à un score moyen de 100, et les jaunes, essentiellement américains, mais aussi est-asiatiques, vivant dans les pays asiatiques, ont un score moyen de 106. Les causes d'écart sont surtout marquées au niveau des tests logiques, c'est-à-dire que les Noirs américains ne sous-performent pas ou peu en compétences verbales, mais ils sous-performent fortement en matière de tests logiques. Voilà, ce sont des constats que fait John Rushton. Alors évidemment, le problème, c'est dans quelle mesure peut-on estimer que ces constats statistiques permettent vraiment de confirmer que les tests de QI recoupent ce qu'il a estimé sur les capacités crâniennes et les nombres de neurones. C'est-à-dire, en clair, est-ce qu'il y a une infériorité structurelle des noirs sur les blancs et des blancs sur les jaunes,
en termes de capacité cognitive. Lui dit que ça lui paraît extrêmement probable, que la simple explication par les causes sociales doit être contestée. Il fait remarquer par exemple que les Noirs américains sous-performent fortement par rapport aux Amérindiens, qui sont pourtant élevés dans des conditions sociales au moins aussi défavorisées que celles des Noirs. Il fait remarquer que quand on étudie le QI des enfants adoptés de façon dans des adoptions transraciales, c'est-à-dire par exemple des enfants noirs adoptés par des parents blancs, eh bien on s'aperçoit que ces enfants noirs adoptés par des parents blancs ont un QI moyen de l'ordre de 93, ce qui est effectivement mieux que le 85, mais qui reste inférieur au 100 qui est la moyenne des blancs. Alors là, on pourra lui objecter que ces enfants noirs peuvent aussi avoir un retard cognitif au fait qu'ils ont été élevés par des parents d'une autre couleur de peau qu'eux, donc ils ne pouvaient pas ne pas savoir que leurs parents d'adoption n'étaient pas leurs parents biologiques, ce qui peut provoquer un traumatisme chez l'enfant. Bref, c'est très très difficile d'être absolument formel et de dire oui, John Rushton a tort, ou oui, John Rushton a raison. Moi, je prends note de ces résultats. Sur ce lien entre appartenance à un groupe biologique et niveau de quotient intellectuel, je dis pas qu'il a tort, je dis pas qu'il a raison, je dis voilà, il a fait une étude, elle est peut-être vraie, elle est peut-être pas vraie. Enfin, je veux dire, les résultats sont peut-être corrects ou peut-être pas, ils ont pu être biaisés. En tout cas, ils sont là. Il serait temps maintenant de sortir des raisonnements de bonne sœur et de la pensée bêlante, politiquement correcte. Si on veut vraiment fonctionner de façon sérieuse dans des sociétés multiraciales, il va falloir se poser vraiment ces questions-là pour les traiter sur le fond. Et donc, au lieu d'avoir criminalisé pratiquement John Rushton comme ont voulu le faire les autorités canadiennes, je pense qu'il eût été plus intelligent d'organiser une étude approfondie pour prendre la mesure exacte de la réalité et pour pouvoir savoir s'il a raison ou s'il a tort. Il y a un autre domaine où Rushton a observé des différences importantes, statistiquement recoupées avec l'appartenance à un groupe biologique, c'est le dosage hormonal, si vous voulez. En gros, il dit, voilà, les noirs ont plus de testostérone que les blancs, qui en ont eux-mêmes plus que les jaunes. Ça recoupe un certain nombre de différences biologiques, alors là par contre non contestables, c'est-à-dire que la longueur de la gestation est plus courte chez les noirs, c'est une chose qu'on sait dans les maternités, on sait très bien qu'une femme subsaharienne va porter son enfant, alors je crois que c'est pas dans le livre de Rushton, mais je crois que j'avais lu une semaine de moins à peu près que une femme caucasienne ou est-asiatique. On sait aussi que le développement de l'enfant subsaharien va être plus rapide sur un certain nombre de paramètres. Le développement du squelette est plus rapide. La motricité vient plus vite. Et à partir de là, bon, de ces observations, Rushton fait extrapole en quelque sorte en termes, on va dire, de darwinisme. C'est-à-dire, il se demande pourquoi le groupe biologique subsaharien s'est développé, semble-t-il, dans une direction différente des groupes biologiques caucasiens et est-asiatiques. Parce que les différences entre caucasiens et est-asiatiques dans l'ensemble sont quand même beaucoup plus faibles que les différences entre subsahariens et les autres. Et alors en gros, sa thèse c'est la suivante, finalement, il y a une certaine logique, il faut reconnaître. Quand vous êtes en Afrique, votre gros problème, c'est pas de vous nourrir, c'est facile sous un climat subtropical ou tropical. C'est pas de lutter contre le froid.
de la lutte contre le froid en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est un problème qui se pose. Votre problème, c'est les maladies tropicales. Et donc le nombre d'enfants qui vont arriver à l'âge de la reproduction, et surtout d'adultes qui vont vivre assez vieux pour pouvoir élever correctement les enfants, ça dépendra essentiellement de votre capacité à faire au départ beaucoup d'enfants. Parce que vous allez en perdre une grande partie forcément à cause des maladies tropicales. Là, on parle des conditions de vie au Paléolithique, si vous voulez. À l'époque où se sont formées les bases biologiques des groupes biologiques actuels, parce que la période historique et néolithique est beaucoup plus courte que la période paléolithique. Effectivement, alors que quand vous êtes en Eurasie, vous n'avez pas le problème des maladies tropicales, vous avez beaucoup plus possibilité de jouer sur le taux de survie des enfants. Et pour ça, il faut développer des capacités cognitives supérieures. Pour avoir des êtres humains qui sont plus capables de stocker de la nourriture et de se protéger contre le froid. Et donc, effectivement, vous allez avoir moins tendance à vouloir optimiser en quelque sorte votre base biologique. Alors évidemment, vous ne le voulez pas consciemment, ça se fait par sélection naturelle. Vous allez beaucoup moins optimiser la base biologique pour faire beaucoup d'enfants, vous allez l'optimiser dans une stratégie différente pour faire moins d'enfants, mais que vous élèverez mieux. Et donc c'est pas grave s'ils se forment plus lentement, vous prenez plus de temps pour les former. Et donc, conclut Rushton, en substance, eh bien, à partir de là, pour ces raisons-là, parce que le contexte tropical africain n'était pas le même que le contexte tempéré asiatique et européen, l'humanité subsaharienne, en quelque sorte, s'est développée dans une direction légèrement différente des humanités européennes et est-asiatiques, au paléolithique tardif, et puis ensuite au néolithique, puisque vous savez que l'humanité est sortie progressivement d'Afrique, à partir en gros de la deuxième moitié du paléolithique, et surtout il y a 30 ou 40 000 ans, quelque chose comme ça. Ma foi, je suis quand même obligé de dire là, même si je n'aime pas beaucoup personnellement faire ce constat, parce que comment dire, je n'aime pas beaucoup dire que l'humanité est prisonnière d'une donne biologique. J'aimerais pouvoir penser que l'humanité, en quelque sorte, est capable d'aller au-delà de sa biologie, mais je suis quand même bien obligé de dire que sur ce point-là, par contre, à mon avis, Rushton a à peu près raison, parce que c'est logique. Parce que quand il dit, voilà, on a relevé les taux de testostérone chez des étudiants blancs, noirs, et on s'est aperçu que les noirs avaient 10-20% de testostérone en plus que les blancs. Ça c'est pas comme les tests de QI ou ce genre de choses, si vous voulez, c'est une donnée chimique, voilà, c'est comme ça. Quand il dit, la femme noire porte l'enfant une semaine de moins que la femme blanche, c'est pareil, c'est une donnée médicale, vous pouvez pas... Bref, je pense avec John Rushton que les subsahariens, et d'une part, les caucasiens et les est-asiatiques d'autre part, et à un degré moindre les caucasiens et les est-asiatiques, eh bien c'est vraiment pas pareil. Il y a une vraie différence inscrite dans la biologie, et il va falloir en tenir compte. Bon. Alors on reparlera de ces conclusions qui ne me plaisent pas mais qui sont là, hein. C'est comme ça, comme je vous disais, moi je n'ai pas d'idéologie, je suis pas là pour... je peux avoir des sentiments, des opinions, mais je suis d'abord là pour prendre la mesure des réalités. On en reparlera quand on va parler du racisme anti-blanc, parce que évidemment, qu'est-ce que ça implique si c'est vrai ce que dit Rushton? Ça implique que dans une société de blancs
formés sur les valeurs des blancs. Les noirs sont toujours des losers, statistiquement. Même si vous pouvez faire émerger une élite cognitive noire qui saura, par ses qualités propres, s'adapter à ce monde des blancs, par régression à la normale, régression à la moyenne, cette élite cognitive sera toujours ramenée petit à petit vers les fondamentaux induits par sa donne biologique. Et donc ça veut dire que dans ces sociétés multiraciales, on va vers une situation de fait où si ça fonctionne à la manière des Blancs, les Noirs sont constamment les losers, et si un jour ça fonctionne à la manière des Noirs, c'est les Blancs qui seront les losers. Parce qu'il ne faut pas croire que le QI mesurerait en quelque sorte une supériorité intrinsèque dans l'absolu. Le QI, c'est toujours, vous savez, un test, et ce test, il a des critères. C'est dans nos sociétés blanches que la stratification cognitive, mesurable par le quotient intellectuel, recoupe en grande partie la stratification sociale. Des tests inventés par les Blancs pour mesurer les capacités des Blancs ne vont pas forcément recouper la stratification sociale dans des sociétés formées sur les valeurs et les modes de fonctionnement spontanés des subsahariens. Ça veut dire en gros que le racisme anti-blanc peut trouver sa source dans le ressentiment d'un groupe dont les membres ont plus ou moins conscience du fait que dans la société organisée par l'autre groupe, ils sont infériorisés. Et symétriquement, ça veut dire d'ailleurs que le racisme anti-noir de certains blancs peut venir du fait que, tout simplement, ils ont plus ou moins consciemment réalisé que les autres vont forcément vouloir imposer un autre système de normes qui les inférioriserait. Ça veut dire que ces problèmes de racisme, c'est peut-être très naïf de croire qu'on peut les surmonter simplement par un travail d'éducation, parce que tout simplement, ils sont inscrits dans des fondamentaux biologiques qui produiront nécessairement certaines conséquences sociales. Voilà ce que je pense qu'on peut déduire du travail de John Rushton. J'espère honnêtement n'avoir blessé personne, n'avoir heurté personne. En tout cas, s'il y a des personnes d'origine subsaharienne qui ont été heurtées par mon propos, qu'ils sachent que ça n'est nullement volontaire. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que moi personnellement, ça ne me oppose aucun problème qu'on s'aperçoive que les Est-Asiatiques ont statistiquement un quotient intellectuel plus élevé que les Caucasiens. Bon, bah c'est comme ça, hein, je pense. Je m'en fous. Ça ne m'empêche pas de dormir. Quoi qu'il en soit, jamais vous n'entendrez dans ma bouche les propos relativement grotesques que j'ai entendus à propos de ces histoires de répartition de quotient intellectuel de la part de types qui ne me paraissent pas forcément eux-mêmes inscrits dans le sommet de la stratification cognitive des populations caucasiennes. À aucun moment, je ne pense que une supériorité sur des tests de quotient intellectuel est révélatrice d'une supériorité ontologique. Parce que moi je sais que la dignité d'un être humain ne vient jamais de sa performance, qu'elle n'est pas mesurable. Et en tout état de cause, je reste inscrit dans le respect des gens, de tous les gens. Mais ça ne m'empêche pas de penser que John Rushton peut malheureusement avoir en partie raison dans certaines questions, sur certains points. On va continuer après à préparer ma prise de position sur le racisme anti-blanc avec un autre livre que je vous présenterai dans quelques jours, La 8e plaie. Migrants 2015, l'avant-garde, c'est sur les perspectives relatives aux flux migratoires. C'est écrit par un monsieur Strat Diplo, un drôle de nom. Ça a été publié apparemment chez lulu.com.
Mais c'est intéressant, vous verrez, il y a beaucoup d'informations dedans. Et vous allez voir que vraiment, quand on combine ce que je viens de vous dire à propos de John Rushton et ce qu'on trouve dans ce livre-là, vous m'avez compris. Cela dit, j'espère que je ne vous donnerai pas de cauchemar, et je vous dis à bientôt.